Okay, I think we are ready to go. Good afternoon, everyone. My name is Paula Gioia. I am part of the International Coordination Committee from La Via Campesina, the global peasant movement. I'm also a small-scale farmer and a beekeeper here in Germany, on the other side of Germany, and member of the ABL, which is the German member organization of La Via Campesina. I would like to say that this side event has been jointly prepared by La Via Campesina together with Caritas Friends, ACT Alliance, Bread for the Road, Bread for All, and CITSE. I'm going to do a short introduction, and then our speakers will bring some concrete experiences. There is one speaker still missing, so we hope that she will arrive on time to speak. It is someone from the Fisher folks. Okay, so in Via Campesina, we say, and our allies as well, we say that peasant agroecology and food sovereignty cools the planet. This is also more or less the title of our event. Is it okay with the light, or was it a problem? No. Is it normal? Fine. Okay, good. But here is a bit dark to read. Okay. So, thank you. So, apparently, the UNFCCC has been discussing how to reduce emissions and how to adapt to the climate crisis. In Paris, a very optimistic agreement has been signed. An agreement which relies on not yet existing technologies, an agreement which relies on commodification of nature, an agreement which relies on carbon markets, and on the top of that, it is not legally binding. The US, the new US President, Trump, already announced that the US is no longer part of it. And the commitments of the countries which are still part of the agreement, the commitments of those countries together lead us to an increase of more than 3 degrees Celsius in a global temperature. The amounts of traditional local communities displaced, the amounts of people being killed keep increasing on a daily basis. While we see that there is almost no progress on the levels of reduction of greenhouse gas emissions. La Via Campesina, together with GRAIN, which is an international NGO, we came up with a study which shows that the industrial food system, and here we are not talking just about agriculture, we are talking about the industrial food system. It means the industrial agriculture, but also transportation, packaging, deforestation, and so on. So all this together is responsible for around 50% of the global greenhouse gas emissions. It means that the industrial food system also represents, bring us a lot of potentials for reduction. But not if we keep doing this in a business as usual way. We strongly believe that the food system
based on peasant agroecology and on food sovereignty can cool the planet within very few decades. And it can also make communities resilient. Because peasant agroecology and food sovereignty, they address the root, the causes of this systemic crisis we are facing today. We are going to hear today some experiences from the different continents which explain us, on one side, what the climate negotiations and the solutions that are being negotiated here are causing with our communities. And on the other hand, we are also going to hear concrete examples of resistance and resilience, which can really cool the planet. So to start, I would like to ask Jesus Vasquez, who comes from Puerto Rico. He's also a member of La Via Campesina, who will bring us some experiences of agroecology and in the context, in the framework of the climate crisis. Bueno, saludos a todos y todas. Primero que todo, quería empezar diciendo que para nosotros estar aquí, tanto la Vía Campesina como a nivel regional, región Caribe, viniendo de una isla como es Puerto Rico, es muy importante, especialmente para darle visibilidad a los efectos reales del cambio climático. Nosotros hace apenas menos de un mes y medio hemos recibido 2 huracanes de gran impacto, de una escala grande, categoría 4 y 5, huracán Irma y huracán María. El huracán María entró por el sureste de Puerto Rico y salió por el noroeste. El tamaño del huracán ocupaba toda la isla, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo yo vengo de un país que está sin electricidad básicamente, con poco acceso a agua. Donde hay agua, el agua no es limpia. Un país militarizado, donde vemos el contexto colonial todavía mucho más visible que normalmente, pero vemos un pueblo que se levanta como siempre se ha levantado y que está resolviendo los problemas ellos mismos, ¿no? Entonces, para un poco entrar en el marco de la discusión de hoy, pues entendemos que el tema de la agroecología es una respuesta real, concreta, para el tema del cambio climático. Para darles un poco de contexto, la agroecología responde, ¿no?, a un modelo convencional, industrial, explotador. Y en el caso específico de nuestra región, en el Caribe y en Puerto Rico, tenemos, igual que en otros lugares del mundo, la presencia de compañías como Monsanto, como Bayer, Syngenta, Pioneer, DuPont, que experimentan en las mejores tierras que nosotros tenemos tecnologías nuevas, ¿no? Tecnologías que supuestamente son más resistentes al tema de los cambios, el cambio climático. Y sabemos que es un control por la comida, es un control del mercado a nivel global. Y sabemos que esto es un problema común en diferentes territorios, no solamente en el Caribe, sino en una escala global. Y pensamos que es muy importante denunciarlo en un espacio como este, una coyuntura internacional, y también traerlo como un movimiento internacional como es la Vía Campesina, dejarlo muy claro, ¿no? Y entonces, pues, la agroecología en un espacio donde reacciona, además de traer soluciones prácticas en las que podemos tener unas cosechas abundantes, podemos hacer agricultura en armonía con el medio ambiente a través de fincas de pequeña y mediana escala, prácticas diversificadas, respetando la biodiversidad. Además de eso, es un movimiento social. Por lo tanto, la agroecología nos trae una plataforma en donde organizarnos colectivamente y donde poder trabajar desde una base, ¿no? Podemos seguir hablando de cambio climático, de justicia climática, denunciando corporaciones, gobiernos, adelantando políticas públicas, pero verdaderamente si la conversación no es sobre apoderamiento y sobre poder, estábamos atrás. Desde hace años seguimos atrás. Y entonces tener esos espacios identificados donde la Vía Campesina ha aportado muchísimo a nivel de regiones, tanto en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, Norteamérica, tenemos compañeros de Asia, de Europa, de África que están aquí también con nosotros,
pues son esos espacios los que verdaderamente demuestran pues algunos adelantos sobre el mundo, la sociedad en la que nosotros queremos vivir, ¿no? Entonces, para entrar un poquito más en detalle, la Vía Campesina trajo el tema de la soberanía alimentaria, en donde los agricultores, los campesinos, los trabajadores agrícolas, los pescadores, tienen la voz directa dónde termina su cosecha, dónde quieren distribuirla. Y a la misma vez le hacen resistencia a este modelo convencional que sabemos que contamina, que es uno de los promotores de los gases de invernaderos a nivel mundial, ¿no? Y entonces, pues, ese tipo de agricultura es la que está trayendo, en el caso específico del territorio de Puerto Rico, adelantos concretos, ¿no? En Puerto Rico es una isla que es un archipiélago, son un grupo de islas, y es un territorio que no es tan grande, pues se ha logrado preparar 5 mercados, donde los agricultores, los campesinos pueden ellos mismos llevar sus cosechas y decidir cómo las distribuyen. Y esto también pasa en la escala global, en otros espacios donde la vía campesina está. Y entonces el tema del cambio climático, tenemos que entender que la responsabilidad es global, ¿no? El cambio climático no es simplemente que el océano Atlántico, el mar Caribe está más caliente, tenemos el surgimiento de huracanes y vienen entonces y nos dan a muchas islas y espacios en Centroamérica, incluso sabemos que están cogiendo más para arriba cada vez más. O sea que identificar un patrón ya no es tan fácil. Pero el cambio climático mata gente. Nosotros tenemos en Puerto Rico cientos de personas que murieron hace menos de 2 meses por la causa de un huracán, que la responsabilidad no está en el territorio de Puerto Rico. Puerto Rico es un espacio que tiene muchísimas emisiones de gases de invernadero, pero es un territorio pequeño. Por lo tanto, lo que hace Europa, lo que hace Estados Unidos, lo que hacen espacios muchísimos más grandes a nivel de escala, afecta directamente pueblos del Caribe y de otros espacios, ¿no? Sabemos otras islas hermanas como Dominica, Antillas Menores, que sufrieron impactos de que ya no hay casi gente, ¿no?, en esos espacios. Entonces, tener claro que además de que son desastres, el desastre está anclado en un sistema, ¿no? Y nosotros denunciamos el colonialismo, el capitalismo, sabemos que la raíz del problema es que nunca lo hemos sabido atender y el planeta simplemente está reaccionando a unos estilos de consumo, de afán por el capital, y hay personas que lo reciben más. Por lo tanto, la vulnerabilidad de pueblos latinoamericanos y islas, personas que viven en islas con el alza del nivel del mar, es real, y por lo tanto entrar en una conversación como esta a nivel de Naciones Unidas también lo entendemos como una estrategia, ¿no? Y entonces, en el caso de Puerto Rico, el huracán María afectó el Departamento de Agricultura. Las cifras oficiales son que afectó a más del 95% de la agricultura, del 95 al 100% de la agricultura. Más sin embargo, podemos ver en la red de nuestra organización, donde hay agricultores, campesinos, trabajadores que están en todas las áreas de Puerto Rico, hemos identificado bolsillos de resiliencia. Y cuando hablamos de resiliencia es resistencia, ¿no? Estamos hablando que verdaderamente podemos probar que la agroecología resiste más, porque no estamos hablando de un monocultivo, mantenemos cobertura boscosa alrededor de la finca, trabajamos el suelo de una manera muchísimo más holística y no tuvimos tantos problemas con erosión en muchas de las fincas en la montaña en Puerto Rico. Sin embargo, los monocultivos, la agricultura convencional está muy preocupada y tuvieron muchas pérdidas. Identificar esos bolsillos de resiliencia es importante, a pesar de que estamos en el desastre, todavía hablando de comida, agua, techo, pero es muy importante para demostrar que la agroecología sí es una alternativa. Compañeros en Nicaragua y en Guatemala lo habían hecho ya con el huracán Mitch, donde incluso se desarrolló la metodología campesino a campesino, que es una metodología horizontal donde uno tiene el conocimiento agrícola real de los campesinos en la finca, en el espacio de producción, y no necesariamente en una jerarquía de poder, de que vamos entonces a la universidad a estudiar esto en los salones y no tenemos un enfoque práctico. Por lo tanto, tener claro que la agroecología trae resiliencia es muy importante en dejarlo saber en un evento como este y trayéndolo como vía campesina. Y por último, el tema a nivel del organizativo, entendemos que es muy importante. En la región de Latinoamérica, en la vía campesina, hablamos mucho de formación, ¿no? Hablamos mucho de mantenerlos actualizados con lo que pasa en el mundo, y es muy importante
dejar claro que en Puerto Rico, cuando nosotros sufrimos este huracán, que todavía lo estamos manejando, quienes primero respondieron fue la comunidad internacional, amigos de la Vía Campesina, de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo y comunidades puertorriqueñas que están en otros países. No fueron las instituciones, no fue el gobierno y todavía le está tocando entonces al pueblo levantarse, ¿verdad? Dentro de lo que de una situación que no fue provocada por ellos, sino por malas administraciones, por corrupción y por el problema del colonialismo. Simplemente quería traer un poco esos puntos para adelantarlos y dejarlos saber acá y paso la voz ahora a mis compañeros. Thank you, Jesus. Now we'll give the floor to Massa Kone from Mali, who will speak to us about some of the land and water struggles they are carrying in Western Africa. Bonjour, je m'appelle Massa Kone. Je suis le porte-parole de la Convergence globale de lutte pour la terre et l'eau de l'Afrique de l'Ouest. Mon organisation de base, c'est l'IACDD. C'est le réseau des victimes d'accaparement des terres. Je suis très content d'intervenir avec aussi des grands alliés de lutte pour les changements, pour la transformation sociale et le changement du système. Et très content d'être ici à Bonn, toujours pour parler, expliquer, défendre nos idées alternatives pour le changement, pour la solution à un changement climatique. En Afrique, le problème d'accaparement des terres a eu de l'accent particulier après la crise de 1928. Après la crise de 1928, au moment où les institutions internationales qui contrôlent le gouvernement africain ont poussé nos États à mettre la terre au marché international. Cela s'est manifesté par l'arrivée de beaucoup de grandes multinationales, parce que ça a été toujours, même à la rencontre du Brésil à Rio 2012, ils ont confirmé que 60% des terres arabes se trouvent en Afrique. Et cela a été notre malheur, la malheur de ces communautés qui travaillent pour se nourrir depuis des temps. L'arrivée de ces multinationales sur nos terres est défendue aussi par la Banque mondiale, le FMI, le système capitaliste et même dans les grandes négociations du climat. Et c'est ce qui fait que nos États étaient obligés de mettre des constitutions et mettre même des agences auprès des gouvernements pour faire la promotion des terres. Et je donne un seul exemple, l'exemple qui a été fait par une étude qui est faite par la FAO. Rien qu'en Afrique de l'Ouest, dans une période de 2 ans, 50 à 80 millions d'hectares de terres ont été accaparés. Oui, ils ne disent pas accaparés, mais ils disent des terres mises sous négociation. Donc vous allez voir que ces millions de terres que je vous parle sont occupées par des communautés qui ont existé depuis des siècles sur ces terres et qui vivent tranquillement. Donc l'investisseur, quand il vient sur les terres arabes déjà mises en valeur par les communautés. Donc, et dans cet accaparement des terres, d'autres viennent accaparer la terre, non pas pour la terre, mais pour l'eau. Et surtout pour l'eau. Et quelle forme d'activité ils font sur ces terres? Quand ils arrivent d'abord sur ces terres, avec la complicité de nos gouvernements, ils signent des bails amphithéotiques. Donc les gouvernements ont toujours défendu que non, les terres ont été louées, mais les terres ne sont pas à leur propriété. Sauf les baux amphithéotiques durent 99 ans. Donc ils sont ces terres durant 99 ans. Et la majeure partie de ces terres, aujourd'hui, ces différentes organisations ou multinationales qui les font, ils disent que non, on fait la production de l'énergie propre, donc qui est l'agrocarburant. Sauf l'agrocarburant, là où ils les exploitent, c'est des paysans qui cultivent sur ces terres et qui sont occupés par beaucoup de villages qui sont là. Mais ces villages sont contraints, asphyxiés par tous les phénomènes mis en place, orchestrés, mis en place par le gouvernement et le multinational pour faire partir ces communautés illégalement. Donc il n'y a aucune législation qui traite
l'acquisition de ces terres ou un dialogue avec les communautés pour connaître leur consentement. Ça, il n'y en a pas. Mais ils font toujours comme si, oui, les droits humains sont respectés. Oui, on est en train de produire pour nourrir les pays. Mais les productions qui sont faites sur ces terres aussi sont des productions qui sont exportées, qui ne sont pas faites pour nourrir les communautés sur place, mais ils sont faits pour exporter. Donc, c'est des phénomènes quand même qui ont créé beaucoup de crises, de problèmes en Afrique. Maintenant, d'autres sont attaqués à l'eau. Quand on parle d'accaparement de l'eau, c'est quelque chose qui est très très réel, comme l'arrivée des grands bateaux sur les zones de pêche. Donc ces contrats sont signés entre les bateaux étrangers qui viennent sur nos côtes et les gouvernements, au détriment des petits pêcheurs qui vivent de ces zones et de la pêche. Et les normes de filets aussi sont mises en place. Donc cela appauvrit de plus en plus les côtes maritimes et les fleuves des poissons et qui crée encore plus en plus de famines dans nos communautés. Et tous ceux qui sont pêchés parmi dans ces zones, disent des zones de réserve protégées, ces zones de réserve protégées sont destinées à des grandes pêches. Et tous ces produits qui sont pêchés par de grands bateaux, on l'amène vers l'Europe pour venir faire de la commercialisation. Et donc, nous, nos terres se trouvent appauvries. Les filets imposés, les normes de filets imposées par les États ne permettent pas à nos pêcheurs de pêcher pour faire nourrir ou pour vivre de leurs produits. Donc, de l'autre côté, ça, c'est l'industrie extractive. L'industrie extractive, donc, ils font des permis d'exploitation. Dans ces permis d'exploitation, l'industrie extractive, comme hier, j'ai vu un peu loin de Bonn pour aller voir un espace de charbon, je comprends que les gens sont conscients de ça. Que ce soit de l'or, que ce soit du charbon, c'est des milliers et des millions d'hectares, soit de forêts complètement saccagées pour faire ça. Quand ils les demandent, ils ont une preuve, ils disent non, oui, nous sommes en train de travailler, mais dans les normes de négociation, donc le carbone, nous avons nos réserves de carbone ou nous avons un crédit carbone pour le compenser. Donc, pour vous dire qu'ils détruisent dans un continent africain, en passant par une autre entreprise, peut-être de l'Europe, de l'Asie et tout, qui leur donne leurs réserves de carbone. Donc les terres sont détruites là-bas, mais pour eux, ils les compensent en carbone ailleurs. Puisque c'est calcul technique et mathématique, on n'a pas de personnes qualifiées au sein de nos politiques, et dit à la faiblesse aussi de nos gouvernements, donc il n'y a pas de contrôle réel sur ce problème de carbone, de crédit carbone. Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus. Il est dit, c'est eux qui ont des techniciens, c'est eux qui ont des avocats, c'est eux qui se défendent sur le plan international, mais pas sur nos pays, dans nos pays. Donc, ce qui a créé beaucoup de groupes de victimes, puisque les politiques ne répondent plus ne répondent plus à leur rôle régalien de protéger leur communauté. Donc, les communautés sont en train de se mettre en organisation, et ce sont ces groupes d'organisation qui ont émergé en Afrique. Donc, vous allez voir, même les groupes de syndicats paysans, les groupes de syndicats tels que l'Europe et autres, ont pris conscience à tous ces phénomènes. Donc, ils étaient obligés d'appuyer les groupes dont nous sommes les mouvements, les communautés autres qui ont pris conscience de tous ces actes et qui ont commencé à se mettre en mouvement. Donc, avec des groupes via Campesina, avec d'autres groupes qui sont... Donc, maintenant, beaucoup d'organisations se sont constituées et maintenant, pour trouver une solution alternative à bloquer maintenant l'avancée de ces multinationales sur les terres. Puisque ces multinationales, tout ce qu'ils produisent, il y a même un tableau dressé de ce qu'ils produisent comme gaz à effet de serre dans l'espace et de ce que nous, dans notre agriculture familiale, agroécologique, et de ce que nous produisons. Tous ces calculs ont été mis sous un panier avec des arguments, avec les directives volontaires et les directives de l'Union africaine, les directives volontaires de la FAO, pour aller vers nos politiques et leur prouver les inconvénients de ce qu'ils font et l'avantage de ce que nous sommes en train de faire. Et même pour ça, on était obligé de mettre de grandes dynamiques de négociations auprès des grandes organisations qui sont des points de passage comme la CEDEAO, l'IMOA, le SLES, et l'Union africaine pour pouvoir avoir des politiques foncières progressistes qui peuvent protéger, nous, les petits agriculteurs sur notre terre.
Donc vous allez voir qu'il y a 2 ans, l'Union africaine a adopté au sein de l'Union africaine une décision pour pousser à tous ces pays d'aller vers des politiques foncières contraignantes et progressistes et avoir des législations qui puissent protéger les communautés. Parce que c'est l'international qui décide, mais les pays, les États ne décident pas du marché. Donc maintenant, c'était les différents points que je devrais dire. Je n'avais que 7 minutes. Donc merci. Thank you, Massa. Massa, among other things, already started touching the Fisher issues. Our Fisher speaker also arrived, so we are going to hear more about this later. But first, we give the floor to Fanny Metra from the Confédération Paysanne, also member organization of Via Campesina, based here in France, in Europe. Yeah, it's your time. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fanny Metra, je suis paysanne en France. J'élève des brebis dans le sud de la France, dans une zone de montagne. Et je cultive des pommes de terre et transforme des châtaignes en confiture et en farine. Je milite à la Confédération paysanne, comme l'a dit Paola, qui est membre de la Via Campesina. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un peu le contexte, ce qu'on vit en tant que paysans et paysannes en Europe et les luttes qu'on mène contre ce capitalisme et ce système industriel qui est la cause du changement climatique. Pour illustrer, en France, on dit qu'en moins de 30 ans, nous avons perdu 70% des paysans. Après la guerre, il a fallu que nous reconstruisions le pays. Et nous avons mis en place, les politiques ont poussé à l'industrialisation de l'agriculture. Mais depuis 30 ans, depuis même plus de 30 ans, on se rend compte que les politiques n'ont pas évolué. Le contexte a changé, on a des urgences, entre autres environnementales et climatiques et sanitaires, mais on reste sur une politique de toujours plus de production à bas coût, avec des intrants chimiques, avec des pesticides, avec des OGM. On va à la course à la production sans réfléchir aux moyens de produire et aux conséquences autres, aux externalités négatives que cette agriculture-là amène. Cette politique agricole commune qui nous est imposée en Europe en tant que petits paysans, nous la subissons de plein fouet. Nous sommes victimes de cette politique agricole quand nous sommes petits paysans, puisque nous représentons seulement 20% des aides de la politique agricole commune en tant que petits paysans. La grosse part du gâteau est partagée par les plus gros, souvent céréaliers, des grandes plaines céréalières. Nous ramassons les miettes et nous faisons comme nous pouvons. Mais franchement, on se sent quand même fort parce qu'on a quand même une base solide en Europe, une base solide de petits paysans, de petites fermes. Et ces petites fermes-là, grâce à la Via Campesina, on arrive à s'unir pour revendiquer des choses. On se bat contre les accords de libre-échange actuellement, parce que nous sommes les premières victimes. Nous allons être les premières victimes de ces accords de libre-échange. L'agriculture est la première cible, la plus facile, attaquable par les accords de libre-échange. Il y a aussi toutes ces normes industrielles, imposées entre autres par le modèle agro-industriel et à travers les politiques publiques qui nous imposent des normes. Par exemple, moi, sur mes brebis, j'ai obligation de pucer électroniquement mes animaux. Même si j'ai peu d'animaux, même si je les connais, même si j'ai des pratiques différentes, on m'oblige à faire ça. Parce que on veut insidieusement nous faire rentrer dans un moule. Alors qu'on a des savoir-faire. On a des savoir-faire, on nous transmet des savoir-faire. On travaille avec les anciens. J'ai été bergère dans les Alpes. Les vieux bergers m'ont appris le métier. Mais tout ce savoir-faire, toute cette autonomie que nous revendiquons, on est en train de nous la détruire. Du coup, notre bagarre, elle se mène au quotidien, mais aussi politiquement. On est conscient que nos petites pratiques ne pourront pas survivre si on reste dans nos bulles, dans des petites bulles à part. Nous devons aussi lutter contre les politiques mises en place. Parce que, aussi, nous savons très bien que nous ne pouvons pas lutter seuls, en Europe entre autres, où nous représentons une toute petite minorité de la population. Et puis nous ne pouvons pas lutter uniquement pour nous-mêmes, parce qu'on voit bien que les grosses multinationales, en particulier Bayer et Monsanto,
nous sommes victimes de ces multinationales, mais on voit bien que les camarades ailleurs dans le monde subissent aussi les conséquences de l'utilisation des pesticides, du glyphosate et autres. Nous, en Europe, on s'est énormément battus, en particulier en France, contre les OGM. On est allé faucher, on a fait de la désobéissance civile pour aller faucher les OGM. On a été traîné en justice. Et les procès ont permis de faire prendre conscience que oui, il y a un vrai problème. On avait des camarades canadiens qui bouffent des OGM à tout va. Même les paysans bio ne peuvent plus être paysans bio, tellement ils sont contaminés par les champs OGM alentour. Ils nous ont dit, mais vous, là, vous êtes en train de réussir parce que vous provoquez le débat avant que la catastrophe arrive. On a réussi à imposer un moratoire contre les OGM en Europe. Mais là, insidieusement, Bayer et Monsanto tentent un passage en force avec de nouveaux OGM. Et les bagarres sont permanentes. Il faut rester vigilant parce qu'une bagarre, une victoire qu'on semble acquise, ces multinationales-là ont tout un attirail juridique pour passer outre et aller à l'encontre du droit des peuples. À la Via Campesina, on dit bien il n'y a plus de nord, de sud, d'est et d'ouest, c'est le peuple contre la finance. Du coup, nous sommes tous, même nous, agriculteurs et petits paysans en Europe, nous sommes aussi victimes de ce système capitaliste. Il y a aussi en Europe, il y a aussi la grosse bagarre des fermes-usines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la ferme des 1000 vaches dans le nord de la France. L'idée, c'est on enferme 1000 vaches laitières dans un bâtiment. Elles ne sortent pas, elles bouffent des comprimés. Elles ne savent même plus ce que c'est que l'herbe. On leur injecte des antibiotiques chaque jour en prévention pour produire du lait. En fait, non, ce n'est pas de la production de lait, c'est production du méthane, avant tout. Et le lait devient un sous-produit de la merde. C'est quand même incroyable, hein. On transforme, on produit, on utilise les animaux comme minerais pour produire de l'énergie. Nous, on ne peut pas continuer à défendre un modèle qui dit on va utiliser les terres pour faire des agrocarburants, on va utiliser les terres et les forêts pour faire des puits carbone, on va utiliser des vaches pour produire de la merde. C'est complètement marcher sur la tête. Et ça, nos politiques ne se rendent pas compte de ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une agriculture qui est prédatrice de l'autre. Notre modèle d'agriculture paysanne, d'agroécologie paysanne, ça n'est pas seulement des pratiques, des bonnes pratiques que nous allons mettre en place dans nos fermes. C'est un vrai mouvement social, un vrai mouvement politique. Parce qu'on dit que cette agriculture-là, la nôtre, celle qu'on défend, c'est la seule viable dans la durabilité. Et l'agriculture industrielle est en train de nous manger, de nous bouffer. On ne peut pas faire le choix, comme nos chers politiques tentent de nous faire croire, que nous pouvons faire coexister ces deux agricultures. On va se vanter d'avoir des petits agriculteurs bio en périphérie des villes, tout en continuant à financer des grosses fermes-usines. Ça n'est pas possible. Les deux sont contradictoires. Du coup, les bagarres à mettre en place, elles sont dans l'action directe. Des fois, on prend un peu le chemin de l'action un peu coup de poing, mais on a l'impression qu'on n'a pas le choix de faire autrement parce que nos pseudo-démocraties ne nous entendent pas. Nos démocraties, soi-disant, sont encore sous la botte des multinationales et du système néolibéral. Du coup, on avance sur nos fermes pour se battre pour notre autonomie en tant que paysannes et paysans, pour ne pas devenir des exécutants du monde industriel, et on se bat aussi plus largement pour combattre ces politiques industrielles. Moi, je pense que réellement, s'installer paysan ou paysanne en Europe actuellement en tant que jeune, parfois non issu du milieu paysan, c'est un acte de résistance. Et c'est un combat de tous les jours pour réussir à produire comme on le souhaite, pour réussir à vendre comme on le souhaite, à ne pas être soumis à des dictats qu'on nous imposerait. Pourtant, en tant qu'éleveuse, je pense que c'est peut-être plus facile d'être maraîcher complètement indépendant et hors du système, mais en tant qu'éleveuse de brebis, on m'impose des choses. Et la bagarre, elle est au quotidien. Mais pour tout, on nous a obligés, il y a quelques années, de vacciner contre la fièvre catarrhalovine nos bêtes, alors que c'est une maladie qui n'est pas transmissible entre animaux. On nous oblige des choses complètement aberrantes que nous refusons. Du coup, la bagarre, elle est là. On sait qu'on n'est pas seul parce que, heureusement, de plus en plus de citoyens prennent conscience que l'acte de consommation est le premier acte de résistance et que chaque humain sur cette planète se nourrit et a besoin de se nourrir. Et même si en Europe, le milieu urbain est de plus en plus important et les personnes qu'on rencontre souvent ont de moins en moins de liens directs avec la terre, du coup,
sont souvent très loin de nos préoccupations. On se rend compte que par l'acte de consommation de l'alimentation, on peut faire changer des choses et il y a vraiment une bagarre à mener là-dessus. Du coup, oui, changement climatique. Moi, je suis en train de subir une sécheresse énorme sur ma ferme depuis le printemps. Pas de pluie, on n'a plus rien à donner aux bêtes. On va pâturer dans la montagne. Enfin, le changement climatique, il n'est pas uniquement lointain. Et nous, en Europe, il faut qu'on prenne conscience que là, c'est partout, ça nous touche tous et toutes, et que ça arrive insidieusement partout, quoi. Voilà. Merci. Thank you, Fanny. So a lot of what we heard until now are results of the Green Revolution, yeah? And what we are doing is trying to resist and to come up with a different model. Similar to the Green Revolution, in the fisheries, we face today the blue growth. But as I said in the beginning, it's important the emissions of the industrial food system, yeah, are very big. And when we talk about food system, we are not talking just about peasantry. We have to include other constituencies, yeah? And today, we decided to invite someone from the Fisher constituency to tell us some elements of the blue growth and how it is tackling, how it is affecting the fisher communities. And maybe you can also explain us about blue carbon and how small-scale fishers in Indonesia are trying to cool the planet. We have here with us today Susan Gee from Indonesia, representing Kiara. Thank you. Hello everyone, my name is Susan. I'm coming from Indonesia. My organization is namely Kiara, the People Coalition for Fisheries Justice. Yes, we've been working close with the fisheries, especially with the fisher folk. Recently, talking about the climate change, I remember our beloved president, because in 2015 he's saying that Indonesia are committed to reduce 29% and contribute 29% to the gas reduction or something like that. But the thing is, the situation is quite contradictory with what happens nowadays, especially if you're talking about the fishery sectors. Blue carbon is one thing, but there is a fundamental situation that happened in our fisher folk. First, if you used to heard about the water grabbing issues, in Indonesia, there is really happen a lot, especially related to the extractive industry, that is mining. Kiara noted there is in Indonesian water, at least there are 17 area in our waters that already become exploited by the mining industry. One of them is the sand mining. We have one example in Central Java, especially in Jepara. At the time, there is a big company who want to do the sand mining, iron mining in our sea. And at that time, we tried to organize with the people, try to capture what's going on inside it. And then at the time, the community are really smart. We believe that the fisher folk are really smart, and they noticed that there is a differences between the beginning, the situation before mining and after mining. And at that time, the fighting started, and now they took back the waters to the fisher folk. But the thing, this is only happened in one area. It could be happen in any waters in Indonesia. The other thing, it's nowadays there is a lot of mega development that happen in Indonesia. If you ever heard about the reclamation issues, reclamations, it means that you want to build a new land in the middle of the sea. So it's the crazy thing. So you mining the sand from another area, then you put the sand into the water, so to build the new land.
The situation, the claiming itself is saying that Indonesia need new land, but as you know, we are really, really rich country. We are archipelagic state. And we have a lot of island, 1,000 billion, and a lot of potential that should be maintained by the government. The reclamation issue now happen big in Jakarta, near to the central city, the heart of the Indonesia. But the situation that reclamation not only happens in one side. We noted that there is at least 28 reclamation project, which is mostly is not belong to the fisher folk. There is belong to the investment. Maybe people who want to take maybe tourism or something like that. So reclamation and mining both, it's caused to the water grabbing and then affect a lot of people. During this project, we noticed that there is at least 30% of fisher folk are already changing their occupation from the fisher folk and then end up into labor. They went to the big city and then or they become the fish worker. That's the problem. In Indonesia context, if you move the occupation to the fish worker, there is no certain regulation who can protect the right of the fisher worker. So that's another problem. The thing is what under the situation of the commitment of our president, in 2009, there is a new concept, the new thing that which is promoted by our government, namely the blue carbon. You know, of course, the REDD, right? So the blue carbon is like that. So if you want to contribute to reduce the emission, you should invest in our water, something like that. The mechanism. What is the point? If you're talking about the blue carbon, it means you have to manage a lot of big conservation issues. In Indonesia, that we believe that conservation is something which is integral with the community. They already have their own conservation. So if this blue carbon comes up and try to enter the new mechanism of conservation, it can cause to the issues of conflict horizontal, which is comes up again. Fisher folk, especially considering the sea, it's like the mother for them. They are giving food, they provide life and thing and so on. So that's no wonder in Indonesia we have local knowledge to manage the conservation. A lot of conservation happen in our waters. For example, you can search later how we conserve our waters. First we have Panglima Laut, we have Awik-Awik, we have Sasi, we have everything. A lot of local knowledge to conserve our waters. So if the blue carbon comes up and try to push these people away, so it's gonna be a lot of conflict horizontal that could be happens. The blue carbon is, I can say this is too ambitious because until today we are still questioning about the position of the people, where they are gonna put it, since they already have their local knowledge, or they are gonna to maybe integrate the local knowledge to the blue carbon, but there is still no roadmap. But our government already started to invest, try to promote it, and try to get as many as the investor thing. Related to the climate change, we noticed that since now, in 2016, there are more than 145 people who missing in the sea, and this total it's keep on raising. If in 2010 there are only 18,6 people, now already keep on going the number. It's the situation is in the middle of the climate change thing. What I can see, there is a lot of effort from the community. For example, like the woman. They know exactly that everything is changing, and then the husband cannot go to the sea, so they start to building the new system, economic system. They through the cooperative and so on. And then another thing, it's this is not only happen. The initiative comes up from the woman, then the man tried to also make the cooperative system. That's what happened
in Indonesia. I just noticed that if you're talking about the back again to the blue carbon, blue carbon is still questioning by a lot of NGO nowadays, because we are not seeing as the solution if you want to commit the emission reduction. So at least there is one big effort that our government and us can do that. It starts with reviewing all the license, all the project that can contribute to the climate change, for such as reclamation, tourism, mining, and so on. So as my understanding that blue carbon also have to manage the knowledge that already have by the fisher folk. First, it's of course the mother, the sea is our mother. So if they want to push the blue carbon, they should also integrate it with the community. Thank you. So after hearing all those experiences, we would like to open to the floor to see if you have any question or short comments, and then we come back to the panel. Do we have a mic to go? Ah, perfect. Okay. So does someone want to raise a question or a comment? Yeah, what I would like to know is, what do you expect from the negotiations here in Bonn? What would you like to have as an outcome? Maybe you collect some questions and then we come back. I'm Jeffet Muli from Kenya. Just want to know from the last speaker, she outlined it very well that the small-scale farmers, the fisher folk, are very forceful in stopping the constructions in the sea. How are they organized to do that, and who is supporting them? Do they have enough power to stop what is happening? And what help could be maybe given by other actors who are supporting them? Hi, Oliver Gardner from Regeneration International. In COP21 in Paris, the French government launched the 4 per 1,000 initiative, and it's an important climate agreement. Have you heard about this? Yeah. So it's the first time that governments signed on, 40 governments came together, signed on an agreement saying that if we put agriculture at the center of the way we deal with climate change, not only we can mitigate climate change, but we can reverse its tendency. So my question to you is, have you heard about this agreement? And do you think it can be instrumentalized by your movement? Thank you. Can we take one more? I'm Pedro Walpole from the Philippines. The UN, through its FAO, Farm Forest Facility, talks a lot about small farmers, but actually FAO doesn't seem to be confronting large-scale agriculture, commercial agriculture that's taking over in many areas. And I understand the primary problem that we're actually not paying farmers for their produce because we want to spend our time on other consumables. So what are the opportunities here in this meeting to engage the UN in farm pricing and a great deal of the corporate land grabbing and pesticide applications? Hello, my name is Jennifer. I'm going to ask this question in Spanish. This is for Jesus. Quería saber si tú tienes información sobre el Caribe en general, específicamente República Dominicana y Haití,
y si los campesinos han tenido cooperación entre los dos países sobre... No sé. Maybe you can repeat because there was no interpretation for French. Thank you. So, is it okay with the interpreters? Can she start again? Okay, you can repeat. La pregunta es sobre si ha habido éxito en la cooperación entre los campesinos de Haití y República Dominicana, si tienes información. No. Yeah? Okay. So maybe we stop here and then we come, they can answer and then we do a second round, okay? So who wants to start? Jesus or Susan or Fanny? Moi, je vais répondre spécifiquement à votre question sur l'initiative 4 pour 1000 que notre ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, avait initié, imaginé, je ne sais pas trop comment l'initiative elle a été portée. En tout cas, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture en France avant le gouvernement actuel, portait. Pour nous, c'est un concept 4 pour 1000 et pour nous, c'est une coquille vide réellement où toutes les multinationales vont pouvoir s'engouffrer. Parce que c'est une vision hyper fragmentée des choses où Stéphane Le Foll était très fort pour ça, hein, pour parler d'agroécologie et en même temps être le défendeur de la ferme des 1000 vaches. C'est un exemple, mais il voit les choses de façon très fragmentée et du coup, sans remettre en question l'utilisation des pesticides, sans remettre en l'histoire du glyphosate, la grande bagarre contre le glyphosate, Stéphane Le Foll n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Et en même temps, il pouvait parler d'initiatives comme 4 pour 1000, mais pour nous, c'est vraiment des effets d'annonce politique. Et derrière, dans le fond, y a rien, parce qu'on nous parle d'agriculture intelligente, smart agriculture. Pour nous, c'est une fausse solution. Parce qu'on va encore toujours plus vers un processus industriel où nous, paysans et paysannes, nous sommes juste des pions dans un gros système, dans une grosse machinerie. Et où les multinationales ont encore plus de poids, encore plus de lobbying. Du coup, pour nous, l'initiative 4 pour 1000, elle est vraiment, vraiment à mettre à la poubelle. Parce que complètement, c'est complètement politique et Via Campesina, Confédération Paysanne, nous ne sommes pas du tout en accord avec ce concept-là. Voilà. Later. Maybe Susan? The big expectation under COP23, to be honest, it's the government have to, for Indonesia side, that first it's to remind the commitment, 29% of emission reduction is not too easy while we are keep on releasing the new license for the mining and another mega development. So considering to it, so the state also have to have the two side of negotiation. It's not only around the COP23, but also inside the national context that our government and all of us have a strong will to also reduce any type of development that could be raising the emissions. So that's another thing. It's if we're talking about the blue carbon, first it's supposed to return the meat of the community. So it's supposed to talking about community. It's not about the foreign investment or debt investment or something like that. So it's supposed to talking about the people who living on the coastal and the small island. Bueno, sobre el tema de los acuerdos y también la discusión que se da a nivel internacional, bueno, es difícil un poco tener un panorama como de mucha esperanza a nivel de lo que pasa en estas negociaciones, porque sabemos que muchas de esas negociaciones y muchos de los acuerdos que se logran
nos estimulan y nos llenan de mucha energía, pero luego el año que viene estamos teniendo todavía la misma discusión y estamos todavía influenciando, diciéndole lo que tienen que hacer los países, los gobiernos. Y sí, hay algunos planes que entiendo, ¿verdad?, bajo la lectura en nuestro territorio, son importantes, ¿no? Y quizás estas discusiones nos adelantan para algo que viene en el futuro, pero a la misma vez somos críticos, ¿no? Porque sacamos espacio para este tipo de eventos, planificamos desde el territorio, tenemos una experiencia concreta ya con lo que es la agroecología, la soberanía alimentaria, y sabemos que funciona, ¿no? Entonces, pues hacerlo. No nos queda más que hacerlo porque la parte práctica es igual que importante o más importante que quizás la parte técnica o de sentarnos a negociar sobre el tema. Entonces, y sobre ese panorama es importante hablando desde Puerto Rico. Nosotros en Puerto Rico hemos traído a las Naciones Unidas la libre determinación del pueblo de Puerto Rico, trayendo el planteamiento de la independencia, ¿no? Y esto ha sido durante la historia de Puerto Rico porque reconocemos el estatus colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico y todavía estamos ahí, ¿no? Y pues se están haciendo unos trabajos sobre el territorio, pero solamente como reforzarlo como ejemplo. Y entonces un poco sobre la cooperación dentro de los países del Caribe a través del huracán. Hay comunicación entre Haití, República Dominicana y Puerto Rico. El huracán Irma pasó por gran parte del norte de Cuba. Cuba ha tenido una estructura bastante resiliente de levantarse bastante rápido. Cuba tiene incluso un evento próximamente internacional, la agroecología, que sigue con su logística. Y compañeros de República Dominicana y Haití hemos tenido también la conversación, campesinos, organizadores, etcétera. Y entonces incluso mientras nos pasaba el huracán por encima, el huracán María, y que todavía había señal y electricidad, estábamos en comunicación con compañeros antillanos, ¿no?, de esa región del Caribe. Por lo tanto, resaltar eso, ¿no? ¿Cómo está Cuba? Mira, lo que estoy pasando yo en un día te va a tocar a ti, para que sepas. Entonces, pues, esa comunicación está y esa solidaridad está a nivel organizativo. Bon, avant d'aller à la réponse de notre attente pour la COP22, je vais revenir sur sa question de Paris et sur l'agriculture. C'est à cause de la prononciation de ministre de l'Agriculture qu'ils ont calculé sur le continent. Ils ont pris le Maroc. Le Maroc a mis sur place un vaste programme d'agriculture pour le changement climatique qu'on appelle l'initiative AAA. Les 3A, c'est l'adaptation agriculture africaine. Donc, pourquoi il a mis tout ce programme? C'est pour capter les 1000 milliards, les 60% des 1000 milliards de fonds d'adaptation qui seront destinés à l'Afrique. Lui, son programme, c'est ça, c'est capter les fonds pour le gérer pour toute l'Afrique. Raison pour laquelle, vous avez vu l'an passé, le Maroc a tout fait pour être membre de l'Union africaine. Parce que pour gérer ces fonds, il faut être membre de l'Union africaine. Donc, ça veut dire que c'est et le Maroc, aujourd'hui, fait partir le 4e accaparateur des terres, de l'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il est le 4e accaparateur de l'eau et de la terre de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui se positionne maintenant à la place maintenant des multinationales pour accaparer. Et son projet de l'initiative AAA, c'est pour prôner l'agriculture industrielle. Quand on regarde même le Maroc, vu l'agriculture même marocaine, c'est ça. La production, maintenant même la transformation des gènes. Le Maroc est en train d'aller même dans la transformation des gènes. Récemment, je prends l'exemple sur le Maroc a envoyé des bovins incinérés, des races animales incinérées au Mali. Il est en train de les envoyer partout. C'est pour prôner ces genres d'agriculture. Le Maroc fait partie des champions aujourd'hui de l'accaparement des semences. Avec le système de brevetage, il soutient les firmes internationales. Raison pour laquelle il a été positionné et il est défendu sur ce projet AAA, Agriculture Adaptation Afrique. Donc c'est pour répondre, tous ceux qui font, l'Afrique est laissée pour compte. Il faut chercher quelqu'un qui gère à la place des Africains. Donc maintenant, à notre attente pour notre attente de la COP 23, depuis Paris, nous sommes battus que l'agriculture soit mise dans les négociations. Mais l'agriculture n'a jamais été mise dans les négociations. Ça a été toujours repoussé par les grandes firmes internationales de lobbying pour que l'agriculture ne soit pas dans les négociations. Or, nous sommes, quand on regarde en Afrique, on est 75% des petits agriculteurs. C'est différent d'Europe. Et nous participons à 40% du produit intérieur brut au PIB. Donc, on ne peut pas dire qu'on lutte contre un changement sur un continent sans pourtant en tenir compte de la réalité du continent. Et
Raison pour laquelle nous, notre attente, c'est de nous battre, que l'agriculture soit mise au centre des négociations. Et dans quelle agriculture? L'agriculture qui est basée sur l'agroécologie. Donc, paysanne. Il faut que ça soit clair parce que quand on a parlé de l'agriculture, il y a Monsanto qui a commencé, de l'agroécologie, il y a Monsanto qui a commencé, il faut l'agroécologie. Bill Gates, agroécologie. Il s'agit de l'agroécologie paysanne, pratiquée par les paysans sur leurs terres pour refroidir la planète. C'est ce que nous voulons. Merci. Okay, so we are going to take a second round of questions. Do you want to? Nyoni? Donc, je vais peut-être poser la question en français. Donc oui, une coquille vide, mais aussi c'est une initiative qui est volontaire. Donc nous on trouvait que c'était assez intéressant, notre organisation. Donc on est une branche de l'Organisation des consommateurs bio aux États-Unis. L'opportunité, c'est que c'est une porte ouverte où on peut encourager nos réseaux à signer et à peut-être à pouvoir représenter une certaine majorité là-dessus, quoi. Et pouvoir voir si c'est possible d'instrumentaliser afin de pouvoir influer au niveau politique. Donc vraiment utiliser ce 4 pour 1000 pour attirer l'attention des politiques, quoi. Et voir si on peut influer sur les policies et la regulation. Voilà. Donc est-ce que ça c'est quelque chose dont vous avez pensé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré? Ouais. Quoi? Yeah. Maybe you can see if there are something else, and then you answer. Hi, I'm wondering in the various areas where each of you do your work, to what extent you think people have climate change on their radar as a top priority as opposed to other issues they might be dealing with. Hello, my name is Adriana Opromolla from Caritas Internationalis. First of all, thank you very much for a very interesting event. I have a question which is also a curiosity, because we are here at COP23 to speak at international policymakers, but listening to your realities, which are so linked to your territories, to your local realities, then can I ask you, what's your experience with local decision makers? What's the reaction? What's the position? Is there any difference from the way local authorities relate to you from what we see from governments? Thank you. Okay. We are going to answer those questions now, and at the same time, each person can already give his or her final words, considering the questions and closing. You want to start? No? Bueno, esa última pregunta, ¿no? Sobre la experiencia local en cuanto a las personas que toman decisiones, ¿no? Por eso es un poco la experiencia local en Puerto Rico, es que el tema del cambio climático no se toma con la seriedad que se debe de tomar, incluso no se educa sobre eso, incluso siendo ciudadanos que vivimos en una isla, en el Caribe, que sabemos que el nivel del mar está subiendo. O sea que la educación y la visibilidad del tema lo ha traído la sociedad civil y los movimientos sociales. Eso es lo primero que hay que recalcar. Y se ha traído y hemos logrado adelantarlo en la política pública con conversaciones, estrategias, alguna política pública que se aprueba, pero al momento de que esa política pública se traduzca en cambio, no lo hemos sentido, ¿no? Entonces, por eso es que es un poco también la experiencia local nos trae a la experiencia internacional, sabiendo que cómo traerle a políticos o personas que toman decisiones
sabiendo que el historial no está no es tan beneficioso. Sabemos que hemos confiado muchas veces o hemos traído los temas y no vemos los resultados. Por lo tanto, por eso también traímos ese análisis un poco crítico. Y otra cosa que quería decir antes, ¿verdad?, de que cerremos, es que parte también de la participación a nivel de Puerto Rico aquí es un poco en honrar. En Puerto Rico ha muerto mucha gente y hay desaparecidos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es muy importante dejar eso claro, porque son cientos los muertos, a pesar de que el gobierno dijo durante las primeras 2 semanas apenas 16 muertos, cuando en la calle todo el mundo sabía. Y lo otro es que hay muertes directas e indirectas, ¿no? Sabemos que cuando se va la luz, un hospital se apaga completo y se murió mucha gente. Sabemos que hay personas que necesitan medicamentos, que cuando hay condiciones de desastre, pues no pueden tener el mismo acceso. Por lo tanto, todo está relacionado a una causa real, que es que el sistema no estaba preparado, sabiendo que estamos en zonas de alto riesgo, sabiendo que el gobierno dio permisos de construcción a comunidades, tanto en la clase trabajadora, clase pobre, para entonces levantar viviendas legalmente, y sabiendo que eran zonas inundables de alto riesgo de recibir deslizamientos, y ahora le está tocando nuevamente a esas comunidades levantar sus casas, ¿no? Eso era algo que queríamos dejar claro. Y lo otro es en cuestión del enfoque de la vía campesina. La agroecología no es algo nuevo, ¿no? La agroecología es literalmente respetar el conocimiento campesino ancestral. Y sabemos que el modelo convencional a donde nos ha llevado es a unos niveles altos de emisiones de gases. Y hacer lo que llevaban haciendo muchísimos campesinos y rescatar ese conocimiento, especialmente en el presente, es una responsabilidad de todos y que está probada, ¿no? El concepto agroecología, a lo mejor lo estamos hablando ahora recientemente, agroecología campesina, pero es un modo de hacer agricultura que ya está probado y son los agricultores, los campesinos, los trabajadores agrícolas los que verdaderamente alimentan el planeta. Oui, la question si aujourd'hui le changement climatique fait partie de la priorité des communautés. Et pour répondre très facile, quoi. Et je vous dis d'abord, pour que quelque chose soit la priorité des communautés, il faut que ça soit la priorité des politiques. C'est les politiques qui viennent dans les grandes négociations. Mais puisque la part de nos responsables africains n'a pas été donnée, la part des 1000 milliards qui devraient, au moment où ils vont commencer à leur donner de l'argent, ça rentre dans leur priorité. Tant qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas leur priorité. Raison pour laquelle il n'y a pas de politique de sensibilisation jusqu'à preuve de contraire dans nos pays en Afrique pour sensibiliser les communautés et leur faire part des dangers du changement climatique. Ça ne fait pas partie des priorités. Mais il y a quelque chose qui se fait quand même. Mais jamais on n'a pas de politique dans nos bases telles que s'il y a une maladie, s'il y a le sida. Aujourd'hui, le sida est plus connu que le changement climatique. Ebola qui est venu récemment est plus connu que le changement climatique. Tant qu'il y a l'argent, il y a une politique pour sensibiliser les communautés. Et tant qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de politique pour sensibiliser les communautés. Mais à la base, je vous dis parce que je suis paysan, on se rend compte de ce changement climatique. Pourquoi dit au dérèglement de notre pluviométrie. Vous allez voir cette année, en Afrique de l'Ouest, on est un peu en danger. Pourquoi? On est même en danger parce que les maïs ont donné, mais les sorgho et les milles ne vont pas donner. Pourquoi? Parce que l'eau est coupée à un moment où les semis avaient commencé à prendre du grain. Donc là, nous nous rendons compte à notre base. Et celui qui fait tout ce travail, c'est les organisations qui se battent, qui sont dans la profession. Mais il n'y a pas un mécanisme quand même de communication qui passe de l'État, de communication et de sensibilisation qui part de l'État vers la base parce qu'ils n'ont pas leur argent qui a été dit à Paris des 60% des 1000 milliards. Donc chaque pays veut avoir sa part. Donc ça, il y a ça. Le rapport avec le gouvernement, notre rapport avec le gouvernement est très clair. Mais je vous dis, pour avoir un rapport avec le gouvernement, il faut s'organiser comme nous sommes organisés. Il faut des grandes organisations, il faut s'organiser. Et raison pour laquelle on a mis la Convention globale de lutte pour la terre et l'eau, pour négocier avec la CEDEAO, la Convention contre l'accaparement parlementaire, pour négocier ce que nous a fait, qu'on a obtenu quand même une législation pour protéger quand même nos terres. C'est parce que nous nous sommes mis ensemble. Sinon, les gouvernements ont toujours ratifié. Le PDS a été ratifié. L'UA a eu ses directives volontaires. Il y a les directives volontaires de la FAO dont les ambassadeurs ont signé. Mais aucun pays librement n'a voulu les mettre en application. Il va falloir que les bases se mobilisent, prendre ces différents outils pour se battre, pour se protéger, pour que les gouvernements en tiennent compte. Sinon, ça ne rentre pas dans leurs priorités. Moi, je vais essayer de répondre un peu aux... Je crois que j'ai
vu quatre questions. Par rapport aux politiques locales et aux rapports de force que nous réussissons à créer en tant qu'organisation de base, c'est sûr que on se dit non corporatiste parce qu'on est pour une transformation sociale de toute la société, mais quand même, nous représentons une corporation de paysannes et de paysans dans nos organisations et on crée de véritables rapports de force au sein de nos pays. Et du coup, on a des avancées. Quand, par exemple, je parlais des OGM, en Europe, on a réussi par la lutte à imposer un moratoire contre les OGM. Là, on est en train d'imposer le fait d'arrêter le glyphosate. On s'est battu pour montrer que les pesticides, il y avait un réel impact. On avait de plus en plus de paysans avec des cancers terribles à cause de l'utilisation des pesticides, en particulier du glyphosate. On est en train de se bagarrer et c'est comme ça que nous pensons faire changer les choses en créant des rapports de force. Même si parfois nous sommes aussi invités à la table des négociations. Mais on est tellement déçus. Enfin, je vois pas comment... C'est comme l'histoire du 4 pour 1000. Hein. Nous, Stéphane Le Foll, on l'a côtoyé. Il nous disait oui, le lendemain, il disait non, il faisait le contraire. Il parle d'agroécologie. De loin, j'ai appris que dans le reste du monde, les gens pensaient que Stéphane Le Foll était un écolo. Mais nous, ça nous fait mourir de rire en France. C'est le promoteur des fermes-usines, Stéphane Le Foll. Du coup, son initiative 4 pour 1000, ça nous fait mourir de rire parce que réellement, c'est une coquille vide. Et nous, on n'a pas envie de perdre de l'énergie parce qu'on les côtoie, ces politiques-là, au quotidien. Et qu'on sait qu'il y a des multinationales derrière qui font renverser, qui, à chaque fois, même quand on nous dit il y a une promesse au bout, mais des fois, en une nuit, la promesse se casse la figure, quoi, tombe. Et derrière, c'est les multinationales qui ont raison. Du coup, pour nous, quand même... C'est comme pour les négociations à Bonn, on a été tellement déçus des négociations à Paris. Enfin, on nous avait promis des choses. Et là, on est en train carrément de revoir 1,5 degré passe à 3 degrés. Enfin, on se moque de nous, quoi. Le peuple est encore une fois victime de cette soi-disant démocratie, comme on la vit actuellement, au sein de la COP. Alors nous, Via Campesina, on dit que la lutte, avant tout, c'est la lutte des mouvements de base. C'est la base qui permettra de changer les choses. Et si les politiques ne nous suivent pas, tant pis, on continuera à agir en tant que mouvement de base. Hier, nous étions dans la mine Ende Gelände. Moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas là des militants d'Ende Gelände qui se battent concrètement contre une des plus grandes mines de charbon à ciel ouvert d'Europe, avec des émissions de gaz à effet de serre énormes. Pourquoi ils ne sont pas là en tant que symbole de la lutte? C'est toute une jeunesse. Hier, c'était incroyable, toute une jeunesse allemande en particulier, mais aussi européenne, qui était là, prêt à défier les forces de l'ordre pour dire « Nous, on a un avenir, nous, on veut avoir un avenir. » Mais là, si personne ne répond à nos revendications, notre avenir, il est mort. Et pourquoi Ende Gelände n'est pas ici? C'est cette dualité entre la journée qu'on a passée hier dans la boue, sous la pluie, et ici, quand on arrive à la COP 23, ce décalage, il est énorme. Alors nous, on est là aujourd'hui, on s'est bagarré en tant que Via Campesina pour organiser cette table ronde, pour dire, il y a des gens en lutte tous les jours aux quatre coins de la planète, on est en lutte, mais après, les politiques... On a du mal à leur faire confiance parce qu'ils nous déçoivent à chaque fois et on n'est pas naïfs, quoi. Alors on continue d'avancer. Si des politiques veulent aller dans notre sens, tant mieux, mais on continuera à se battre parce qu'on n'est pas dupes, quoi. On n'est pas dupes. Merci. Okay, for Indonesian, related to the local community that since there is a lot of increasing number of missing people, Kiara together with fisher folk try to raising awareness among themselves and also to the government. If the people are asking, are you knowing that the climate is changing? They say maybe, because they don't really know what's going on. What they know it's someday he went to one island and then the next day he want to go to that island, is already gone, something like that. That happened in Indonesia. And then during 2016 there is strong negotiation among civil society community and the government that is we are pushing the government to release the law which is law number 7 2016. It's talking about the protection and the empowerment of fisher folk
shrimp, fish farmer, and also salt farmer. In this, for the very beginning, for the first time, our government talking about the climate change through the regulation, which is saying that people who are missing in the sea, here is the insurance for you. But the thing is, if you talking about the insurance protections, it's only for the men, because the mindset of the fisher folk, it's only for the men, but not for those women who go directly to the sea. What we are noticed since COP 2010 until today, we are keep on increasing the same or only developing the same solution, which is, I thought that this is one of the issues, the fake solution for the problem of our climate change. Why? Because we see that the RADD is failed. Now we develop another one which is could be failed, the blue carbon itself. Why don't we have the strong will to cut every mechanism or any mega development in our country to commit strongly to reduce the emission? We believe that blue carbon is not considering the people needs, and then it will be caused a lot of water grabbing in our sea. So it based on the core map, the Coral Triangle Initiative that already developed nowadays, but it seems so failed because a lot of corruption under this project. So the blue carbon have the potential thing to do or to be the next failed solution for the climate change. One word, we believe we have to have same vision that sea, it's our mother. So if you have to take care of it, just like you take care of your mother. Thank you. Thank you all. Thank you also all of you for coming. As Fanny said, here inside of the negotiation space, our voices are mostly not heard. That's why we strongly believe that we have to build convergences, build alliances with the civil society. That's why we were yesterday on the streets with Ende Gelände, and that's why we are going directly after here to the People's Climate Summit to keep discussing about this with other sectors of the society, building alliances between rural and urban people. So I would like to invite all of you to come with us to the Wissenschaftszentrum, where we are going to have the next panel with the same organizers as this one. There will be also space for group discussions, so people can participate even more. And I can assure you that we as Via Campesina, we keep committed with a system change. We keep committed in providing all of you, each of you, healthy food. We keep committed in keep developing local resilience and cooling the planet. And yeah, we have to reclaim the power to the people, and that's what we are going to do. Thank you very much.